bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 21 novembre. C'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Cet événement sensibilise le grand public sur les bons gestes à adopter. Chaque année en France, un habitant produit plus de 350 kg d'ordures ménagères. Ce soir, direction les Mureaux pour visiter l'appartement zéro déchet. La Coupe du Monde de football vient de démarrer, un rendez-vous que beaucoup appellent à boycotter en raison de son bilan écologique et humain. Pour son retour musical, le rappeur Curta s'est d'ailleurs saisi du sujet. Lini Montin revient sur son titre critique. Il revient dans son titre critique Coupe du Monde au Qatar sur cette compétition et ce titre fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux rencontres. Et puis il n'y a pas que la Coupe du Monde de football dans l'actualité sportive, les clubs sportifs yvelinois et les sportifs yvelinois étaient également sur le pont ce week-end. Le détail dans cette édition des résultats du troisième tour de la Coupe des Yvelines de football. Nous prendrons également des nouvelles de Muriel Beauvillain en lice dans les championnats du monde de culturisme naturel. Du football à suivre, on verra avec vous, Mickaël Elmidoro, l'ensemble des résultats sportifs. Ou est-ce qu'il faudra aussi voir, les matchs des Bleus pour cette Coupe du Monde de football, puisque quelques communes des Yvelines diffusent ces rencontres, et avec vous également des invités tout à l'heure sur la partie sport. Également, on va parler d'un tournoi de tennis handisport qui se déroulera à Feucherolles dans les Yvelines dans les prochains jours de ce jeudi à ce dimanche, avec moi sur ce plateau, avec nous sur ce plateau, deux personnalités, Laure Moreau qui est directrice du tournoi et Jean-François Mété qui est secrétaire général au comité des Yvelines. Vous allez parler de quoi ? Qu'est-ce que ça va être le concept de l'événement ? Eh ben, c'est un événement qui nous tient d'abord beaucoup à cœur, donc merci de nous inviter à en parler. Après avoir organisé un tournoi national tennis fauteuil, on se lance dans l'étape supérieure, un tournoi international qu'on appelle Futur, donc c'est le premier grade dans les tournois internationaux. Un tournoi qui va réunir 16 joueurs, 8 joueuses dans des tableaux de simple et double. Voilà, donc un bel événement sportif à venir, mais aussi un événement humain parce que ça se passe un petit peu différemment d'un tournoi valide. Donc voilà, donc c'est des beaux échanges dans tous les sens du terme. Donc ce sera à suivre tout à l'heure dans la partie sport avec les résultats sportifs et aussi on parlera de ce tournoi cette semaine dans les Yvelines. Avec nous également tout à l'heure en plateau Marcie Gorbena qui est conseillère municipale de La Verrière, conseillère communautaire également de 50 ans en Yvelines. Elle viendra nous parler du lancement du réseau élu local. C'est un réseau élu avec un E, c'est au féminin, un réseau qui a pour ambition de promouvoir la politisation, le système politique, la politisation au féminin. On en parlera tout à l'heure dans cette édition. Avec nous également donc les journalistes de la rédaction. Vous avez vu Mickaël Elmidoro il y a un instant. Il y aura également Céline Charles dans un instant. Bonsoir Céline Charles. Avec vous, les informations du jour. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors pour débuter cette semaine, on fera un point sur l'affaire Samuel Paty avec de nouveaux éléments. On parlera également du nouveau financement accordé au campus de Versailles et on fera aussi un petit retour sur ce qui s'est passé dans les Yvelines ce week-end. Voici le programme de ce 7-8. Mais avant de débuter, petit coup d'œil à la météo de demain. Grisaille ce mardi dans les Yvelines avec peut-être les villes d'Oudan et de Rambouillet qui seront épargnées par la pluie le matin. Il fera en moyenne entre 6 et 16 degrés et 7 degrés le matin. Je suis un peu trop optimiste. Quelques éclaircies peut-être dans l'après-midi, mais avec de la pluie, il fera 10 degrés à Mantes-la-Jolie, 9 degrés à Versailles, Oudan et Rambouillet. Ce mardi 22 novembre, nous fêterons les Céciles. Mais avant la Sainte-Cécile, il y a Céline Charles qui est avec nous en plateau, je vous le disais il y a un instant, pour les informations du jour. Et on débute, Céline, avec du nouveau dans l'affaire Samuel Paty. C'est la une de nos confrères du Parisien. Le journal révèle les dernières investigations sur l'assassinat du professeur d'histoire-géographie. Samuel Paty était apeuré par l'ampleur et l'agressivité de la polémique. L'ancienne principale de l'établissement, en poste au moment de l'attentat, s'est exprimée le 11 janvier dernier face au juge en charge de l'affaire. Patrice Carmouze nous fait un petit point. Un homme esselé, apeuré, aux abois. On viendra vous rechercher tout à l'heure, merci beaucoup. Samuel Paty, ce professeur d'histoire sauvagement assassiné en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, quelques jours à peine avant sa mise à mort. C'est le Parisien qui révèle dans son édition de lundi ces nouveaux éléments de l'enquête tels qu'ils apparaissent dans le rapport des policiers, nourri de témoignages inédits et de l'historique des recherches effectuées par le professeur quelques jours avant sa mort. Plusieurs de ses collègues racontent notamment l'état de stress et de tension dans lequel il se trouvait. Pour l'heure, 14 personnes, complices d'Abdullah Kanzorov, parmi lesquels des collégiens qui ont désigné Samuel Paty au tueur contre de l'argent,
Et le parent d'une élève, d'ailleurs absente du cours de Samuel Paty, ainsi qu'un militant islamiste fiché S, responsable de la campagne de haine contre l'enseignant, sont mis en examen. Mais ces nouveaux éléments qui ajoutent, comme l'écrivent les policiers, que c'est l'action combinée de ces protagonistes, impliqués à des degrés divers, mais tous indifférents aux conséquences néfastes de leurs actes, qui aura conduit à l'assassinat. Ces nouveaux éléments, donc, pourraient nourrir la plainte pour non-assistance à personne en danger et non-empêchement de crime qu'ont déposé des membres de la famille de Samuel Paty. Car c'est bien là que se situe le fond de l'affaire. Samuel Paty a bénéficié de quelques soutiens de ses collègues, mais pas de tous, du soutien de sa principale, mais pas de toute la hiérarchie de l'éducation nationale, et en tout cas, il a été laissé seul, sans protection, face à un déferlement de haine qu'on l'a accusé à tort d'avoir déclenché. Faire la lumière sur ces manquements serait non seulement rendre justice à Samuel Paty, mais aider aussi tous ses collègues qui se heurtent aux atteintes de plus en plus répandues à la laïcité. Dans l'actualité également, Céline, le campus de Versailles, qui on le rappelle est dédié au patrimoine et à l'artisanat d'excellence, va bénéficier d'un financement. C'est ce qu'ont annoncé très récemment deux ministres et c'est votre chiffre du jour. Oui Grégory, un financement de 5,6 millions d'euros destiné au campus Versailles, l'un des 70 lauréats retenus suite à l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, ont fait le déplacement vendredi 18 novembre sur le site, le centre de formation pour les métiers d'art et d'artisanat. Ce financement devrait permettre à l'établissement de créer des formations pour tous les âges. Écoutez. Le projet est sur 5 ans. Donc, ils ont demandé, par exemple, 1 million la première année, 1,5 million. Donc, ça s'échelonne sur 5 ans. Et sur les 5 ans, ils vont être aussi accompagnés. Il va y avoir une évaluation du projet à mi-parcours, une évaluation du projet en fin de parcours. Voilà, donc c'est un accompagnement et surtout la possibilité de réaliser un projet qu'ils ont pensé, conçu, accompagné. Voilà pour ces propos recueillis par Régine Ralèche. Un peu de culture à présent. Ce week-end se tenait le salon Histoire de lire, le rendez-vous des passionnés d'histoire à Versailles. Et oui, cette année encore, il se tenait dans divers lieux à Versailles. 3 jours d'échanges, de rencontres, de dédicaces avec de grands noms de la littérature ou de l'histoire. Parmi les invités, l'animateur vedette Stéphane Bern ou bien la grande-duchesse du Luxembourg, auteur d'un ouvrage en commun. Michael Elmidoro l'a rencontré. J'ai été invitée pour ce fameux salon du livre de Versailles qui a tant de succès chaque année et je suis très reconnaissante à la Chambre de commerce de me recevoir à cette occasion avec tant de bienveillance et d'amitié. Ça n'a fait que fortifier nos liens d'affection avec la France. Je suis ravie d'être là pour présenter avec Stéphane le livre qui a été écrit à l'occasion de mes 40 ans de mariage. Et donc Stéphane nous a aidés à écrire un très beau livre dans lequel il est question de cette vie hors du commun et des actions que j'ai engagées. C'est une manière de montrer que une institution comme la monarchie, c'est aussi une famille, et une famille qui vit au service de son pays, mais que c'est une famille comme les autres, avec les joies et les peines de toutes les familles. Il y a quelque chose de très spécial que Stéphane nous a demandé de faire, et d'assez inédit, c'est qu'il a demandé à mon mari d'écrire comment lui a vécu ses 40 ans de mariage, et à moi d'écrire comment j'ai vécu mes 40 ans de mariage. Et ça, c'est le livre s'ouvre sur ces 2 témoignages, ce qui est déjà, je trouve, assez émouvant et original. Ce samedi 19 novembre, il y avait aussi un spectacle caritatif. L'Association pour la recherche sur la trisomie 21 organisait un rendez-vous culturel. Sur scène, la compagnie de danse Regard en ligne avec des artistes touchés par la trisomie 21. On écoute le président de l'association, Jacques Costil, au micro de Mélanie Poquet. L'importance de cette soirée, c'est surtout de permettre aux jeunes qui ont des handicaps cognitifs de pouvoir s'exprimer sur scène. Depuis 2019, ils n'ont pas eu
de spectacle. Et donc, quelque part, on va les remettre à l'étrier. Vous pouvez noter dans vos agendas que l'association sera aussi présente les 2, 3 et 4 décembre prochains lors du marché de Noël de Montigny-le-Bretonneux à la ferme du Manet. Alors si vous cherchez des couronnes de Noël, ils pourront vous en proposer. Pour terminer, Céline, 2 informations dont on va parler cette semaine, dont on parle même ce soir. En effet, 2 semaines nationales et internationales à noter jusqu'au 27 novembre. C'est la 11e édition de la Semaine de l'Industrie. De nombreux événements sont organisés partout en France à destination des collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d'emploi. Autre semaine thématique plus environnementale, c'est la Semaine européenne de la réduction des déchets, débutée le 19 novembre dernier. L'édition 2022 est sur le thème du textile. Merci Céline, et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une information, d'un fait qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le dire sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Dans le cadre de la semaine européenne pour la réduction des déchets, justement, l'Office de développement durable a ouvert un appartement pédagogique zéro déchet. C'est au Muro, fabrication de lessive maison ou encore de savon solide pour le soin du corps. Durant toute cette semaine, le public peut visiter ce lieu pour recevoir de précieux conseils et astuces visant à réduire leur consommation de déchets. Le reportage de Julien Leroy. Stocker ses aliments dans des bocaux en verre, composter ses épluchures de légumes ou encore utiliser une brosse à dents en bois, l'Office du développement durable a aménagé un appartement pédagogique et écologique de 100 mètres carrés au Muro. Objectif, permettre au public une visite immersive pour promouvoir une consommation plus durable. Il faut savoir qu'on est quand même à plus de 350 kilos par personne et par an de déchets. Et donc là, l'idée, c'est justement de ne pas culpabiliser le public, mais de leur donner des conseils, des astuces. Un public présent déjà sensible au sujet de la consommation durable, la période de confinement liée au Covid-19 a permis un regain d'intérêt sur ces questions environnementales. Tout ce qui est produit d'entretien, on fait aussi le compost aussi, on fait aussi attention aussi à tout ce qui est éclairage inutile, tout ce qui est appareil en veille. On fait aussi attention aussi à l'économie d'eau. Nos modes de consommation sont de plus en plus à l'achat, à consommer, jeter, alors qu'il faut essayer d'avoir des nouveaux réflexes qui sont plutôt réparer, réutiliser, donner, faire maison aussi. Se mettre au compostage permet jusqu'à 30% de réduction de ces déchets organiques, une consommation plus responsable pour une réduction des dépenses à travers des gestes simples. Faire ses produits ménagers maison, passer au savon solide ou au shampoing solide dans la salle de bain, ça va être des économies pour les habitants. Organisé dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, cet appartement pédagogique sera ouvert jusqu'au 30 novembre aux scolaires et au grand public. Et dès la fin de ce 7-8, retrouvez quelques bons conseils pour réduire vos déchets sur nos réseaux sociaux, nos différents réseaux sociaux. Autre thématique mise à l'honneur cette semaine du 21 au 27 novembre, c'est la 11e édition de la Semaine de l'Industrie. Les acteurs de ce secteur d'activité seront mis à l'honneur, l'industrie qui représente 13% du PIB de la France. Pour parler de cet événement, Nicolas Dandry est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, et vous étiez ce matin sur le site Airbus Defence and Space, c'est à Elancourt. Ouais, effectivement, Grégory a un site qui est spécialisé dans le spatial et la défense, et la semaine de l'industrie 2022 a débuté là-bas avec l'inauguration de Jean-Noël Barrot, ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications. Une inauguration en présence de lycéens de Montigny-le-Bretonneux et de Mantes-la-Jolie, puis des étudiants de l'ESTACA. Cette semaine de l'industrie, l'occasion de valoriser ce secteur d'activité et de sensibiliser aux métiers industriels. On écoute le ministre Jean-Noël Barrot. Les métiers industriels sont mal connus. Ils ont une image qui ne correspond pas à ce que c'est que la réalité de ces métiers aujourd'hui. Ils ont beaucoup changé, ils ont intégré beaucoup de numérique, les machines à commande numériques sur des chaînes qui sont automatisées et qui sont optimisées. Il y a donc dans ces métiers beaucoup de choses à trouver, que ce soit en matière de rémunération bien sûr, mais aussi en matière de sens. Et l'objectif de cette semaine de l'industrie, c'est justement de les faire connaître, d'avoir ce moment où on met l'éclairage sur ces nouveaux métiers pour donner envie aux nouvelles générations et notamment aux jeunes filles qui pour l'instant ne s'en détournent en grande partie, et bien d'y rentrer.
Et bien pour cette occasion, les dirigeants d'Airbus Defence and Space ont reçu les PME, les startups avec qui le groupe industriel collabore. Le ministre Jean-Noël Barrot en a profité pour échanger avec ces sociétés spécialisées dans le domaine du numérique, de la cybersécurité ou encore de la défense. Ce sont les principales activités d'Airbus Defence and Space. Et à ce propos, je vous propose d'écouter François Lombard, directeur de l'activité intelligence d'Airbus Defence and Space. Le site d'Elancourt, pour nous, c'est vraiment le site du numérique de défense. Vous allez trouver en particulier les activités stratégiques autour de la protection cyber. Vous allez trouver des activités qui vont tourner autour du support au renseignement, du numérique de défense, comme je mentionnais précédemment. Beaucoup d'activités autour de la connectivité. C'est un site qui fournit par exemple des supports aux forces armées en termes de connectivité, quel que soit l'endroit où elles sont dans le monde. C'est aussi le site qui protège et qui supporte la connectivité de tout ce qui est protection civile. On a dans le site d'Elancourt historiquement et pour les 10 années qui viennent la responsabilité de la radio du futur. Et je vous le disais au début, il y a des étudiants de l'ESTACA qui ont été passionnés, ils étaient présents sur le site, un groupe de 70 futurs ingénieurs de l'école de Montigny-le-Bretonneux qui ont pu découvrir les activités plus ou moins sensibles d'Airbus Defence and Space. Alors pourquoi plus ou moins sensibles? Parce qu'il y a des activités qui sont classées secret défense, et pour certains, c'était l'occasion d'avoir des précisions sur le quotidien des ingénieurs de ce groupe industriel. On a pu voir les salles propres et donc de voir concrètement où est-ce que sont fabriqués les satellites dont on nous parle souvent en cours, parce que nos intervenants de cours sont souvent des gens d'Airbus et des travailleurs d'Airbus. Et c'est intéressant même pour notre projet professionnel de pouvoir se projeter visuellement et dans quel style de locaux les ingénieurs sont accueillis. Parce que c'est en fait, moi je suis en 5e année, donc c'est en fait mon avenir dans 1 ou 2 ans peut-être. On a discuté avec pas mal de startups et on a bien vu que ce sont souvent des ingénieurs ou des gens issus de métiers techniques qui ont décidé de prendre en main leur propre entreprise et de déposer des brevets éventuellement pour créer de nouvelles technologies. Donc c'est vrai que ça reste possible pour nous, futurs ingénieurs, et très, très enrichissant et excitant, je pense aussi. Voilà pour le lancement de cette semaine de l'industrie qui donc se déroule toute cette semaine. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Je me tourne à présent vers notre prochaine invitée qui nous a rejoint en plateau, c'est Marcy Gorbena. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue à La Verrière, l'une des initiatrices du réseau dont je parlais tout à l'heure, élu local, élu avec un E, c'est au féminin, et il est lancé donc dans les Yvelines. Une rencontre se déroulait ce matin à La Verrière avec plusieurs élus, notamment 2 maires de Saint-Quentin en Yvelines, 2 maires femmes de Saint-Quentin en Yvelines, Alexandra Rosetti pour la commune de Voisins-le-Bretonneux, Joséphine Coleman-Sberger pour la commune de Plaisir. Et donc pour préciser, élu local, c'est un collectif qui a pour but de sensibiliser à la féminisation de la vie politique, aussi aider les femmes élues. C'est un réseau national, c'est ça? Comment et quand a-t-il été créé ce réseau? Tout d'abord, je vous dis merci. Merci d'abord de me recevoir sur votre antenne pour parler de ce réseau. C'est un réseau de femmes politiques, élues locales, tout à fait. Ce réseau, déjà national, donc il est déjà sur toute l'étendue du territoire. Ça a été créé par Julia Mouzin en 2012, et le but c'est de promouvoir la place de la femme en politique, et c'est de les accompagner et de les aider plus ou moins dans leur bilan, dans leur mandat. Et dans les Yvelines, vous êtes l'une des instigatrices de ce collectif dans les Yvelines, avec Salamata Bienso Mateta qui est élue des Mureaux. Vous êtes élue, vous, je disais, de la commune de La Verrière. Vous parliez de sensibilisation à la féminisation de la politique. Pourquoi c'est important? Pourquoi il faut sensibiliser sur le sujet aujourd'hui? C'est très important aujourd'hui parce que si vous vous êtes rendu compte depuis quelque temps, bien avant, le milieu politique était beaucoup masculin. Voilà, aujourd'hui, les choses changent. Il faudrait qu'on change en même temps. Et je pense que la place de la femme est tellement importante. Moi, j'ai été élue il y a peu avec ma binôme Salamata, et tout de suite je me suis dit mais c'est tellement important pour nous de partir tout de suite comme ça à l'assaut pour mettre au devant les femmes politiques et de les accompagner. À mon premier mandat, effectivement, il faut être accompagné, il faut savoir comment s'orienter dans cette vie politique et susciter l'envie, cause pour laquelle nous lançons ce premier réseau des Yvelines, et il y en aura d'autres derrière.
Il y a encore aujourd'hui trop d'inégalités justement dans la vie politique entre les femmes et les hommes. Tout à fait, comme je vous disais, les choses changent. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça, vite fait. Nous avons 20% de femmes qui sont mères. Nous avons 12% de femmes qui sont présidentes d'intercommunalités. Donc, vous voyez bien qu'on est encore loin. Nous avons 20% de femmes présidentes de régions. Nous avons 13,8% de femmes présidentes de départements, 38% de femmes députées et 31,6% de femmes sénatrices. Oui, aujourd'hui, les choses changent, les choses bougent, cause pour laquelle nous sommes là. Et ce réseau est très important pour qu'on puisse avoir vraiment beaucoup plus de femmes, susciter l'envie des femmes d'aller en politique. Les choses changent, il y a encore du chemin qui reste à accomplir. Alors pourquoi ce réseau s'intéresse-t-il justement aux élus locaux? C'est peut-être davantage aux élus locaux qu'il faut s'adresser, qu'il faut aider. C'est davantage pour ces élus locaux. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est élus, nous sommes l'oreille, l'œil du peuple, nous sommes, c'est la proximité, nous sommes près des administrés. Localement, il faut déjà commencer par là. Et qui sont souvent aussi un premier mandat, vous le disiez, votre engagement est aussi récent, en tout cas. Tout à fait, mon engagement est récent, les dernières municipalités en 2020, donc j'ai été élue à la ville de La Verrière aux côtés de mon maire Nicolas Dainville, et puis élue communautaire déléguée à l'insertion. Donc c'est important pour nous que dans ce genre de mandat, on puisse être accompagné. Le but c'est quoi? C'est de partager, d'échanger et de porter des expériences que d'autres personnes ont déjà eues, qu'elles puissent nous accompagner avec. Nicolas Dandré. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement pour vous engager en politique? J'adore la vie politique, j'aime bien la bienveillance, on prend soin des autres, pas de démagogie, mais de faire ce qui est bien pour nous et pour les autres. Quand c'est bien pour nous, c'est bien pour les autres. Cause pour laquelle on parle de local. Localement, nous sommes près du peuple tout le temps et c'est important pour nous. Pour moi, c'est une passion. Et ça fait combien de temps que vous êtes engagé du coup? Mon premier mandat, 2020. 2020. Et avant, antérieurement, à part les mandats politiques, en tant que militante peut-être? Je ne militais pas, mais je m'intéressais beaucoup à la vie politique. En tous les cas, la politique, quand on ne la fait pas, on la subit, on la vit. Et moi, je l'ai toujours vécu au quotidien. Et grâce à M. Nicolas Dainville, on a commencé à faire changer les choses au niveau de La Verrière, avec tous nos projets qui sont en place. C'est ce qui me suscite vraiment l'envie de continuer et d'aller sur d'autres fronts aujourd'hui, donc les femmes. C'est facile de concilier vie professionnelle, vie familiale et vie politique maintenant, du coup? Rien n'est facile dans la vie, c'est une question d'organisation et de passion. Quand on est organisé, quand on est... Moi, je suis mère. Vous avez vu, j'ai fait participer, j'ai invité 2 femmes. Ce sont des femmes qui m'inspirent. 2 femmes qui sont mères dans les 12 communes de l'agglomération 50 ans Yvelines. C'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal. Et ces femmes, ce sont des femmes mères. Donc c'est un petit déjeuner que nous avons fait ce matin. Déjeuner mère, M-A-I-E-R-E, oui. Mère, M-E-R-U-S. C'est pas facile. On peut les concilier, mais les femmes sont au centre de tout. Et il n'y a pas aussi de couleur politique dans ce collectif, c'est transpartisan. Transpartisan, comme on l'a dit dès le départ, on vient comme nous sommes, couleur de peau, de partis politiques, de bords, de religions, peu importe, on vient avec des valeurs. Nous partageons ces mêmes valeurs, c'est la bienveillance. Et comment ça se passe concrètement sur les aides? Il y a des groupes de travail, comment les élus viennent vers vous finalement? Comment se fait ce contact? Ce contact se fait comme j'ai fait ce matin, c'est un lancement. J'ai demandé à ce que toutes les femmes élues, qu'elles soient engagées sur le plan politique ou pas, qu'on se rencontre, qu'on échange nos différentes expériences et qu'on puisse accompagner les autres. Ça reste un moment de convivialité, de partage. Voilà, c'est comme ça. Et ça se fait un peu partout, dans chaque commune. Et, voilà. Dans les Yvelines, c'est tellement grand, oui. On peut être... Ça se fait comment? Ça se fait en réseau, par département. On a une ambassadrice par réseau. Et comme les Yvelines sont grands, on peut être 2. Donc nous sommes en binôme. Voilà. Un dernier mot, un argument majeur pour convaincre les femmes à s'engager en politique? Écoutez, mesdames, c'est passionnant. Quand on arrive à gérer une famille, on peut gérer sa collectivité. On a bien des femmes en politique. Les femmes sont inspirantes. On a plein de modèles autour de nous. Voilà. C'est vraiment passionnant et j'invite toutes les femmes à faire comme nous. Et surtout, de rejoindre ce réseau. Je voudrais aussi lancer un appel aussi. Allez-y. Le 25 et 26 novembre prochain, nous avons les journées des femmes élues. Je souhaiterais que toutes les femmes puissent s'inscrire. Celles qui n'ont pas été là aujourd'hui, il en aura d'autres. On a prévu de faire par trimestre, chaque 3 mois, de se rencontrer pour déconnecter un peu. Et puis, il y a des formations, parce qu'il y a des métiers, il y a des délégations qui sont encore très, très... Voilà, il y a de l'urbanisme, des budgets, il y a plein de choses à voir encore. Franchement, c'est passionnant et j'invite toutes les femmes. Très rapidement. Grégory, vous parlez de modèle. Vous, c'est qui votre modèle en femme politique? Ce sera le mot de la fin. Déjà, les 2 que j'ai invités ce matin, c'est déjà pas mal. Ce sont des très belles femmes, de bonnes femmes et des femmes inspirantes.
Merci Je vous Laurena, d'être remercie. venue le dire en plateau, je rappelle, élu de la commune de La Verrière, délégué de la famille et de la petite enfance, conseillère communautaire également de 50 ans en Yvelines, délégué à l'insertion professionnelle, et vous êtes donc l'une des instigatrices, fondatrices de ce réseau élu local dans les Yvelines. Merci d'être venue en parler sur ce plateau. L'actualité aussi, aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde de football. C'était même hier, puisque le début de cette Coupe du Monde était hier avec le match d'ouverture Qatar-Équateur. Elle a été lancée justement dans ce pays hôte du Qatar. La France, elle, fera son entrée demain, mardi, avec un match face à l'Australie. Dans les dernières semaines, la compétition a été vivement critiquée pour son impact humain et écologique. Le rappeur yvelinois Kurta s'est emparé de cette actualité avec son nouveau titre Coupe du Monde au Qatar. Il met en avant notamment la question ou non du boycott de ce rendez-vous. Le clip sorti vendredi comptabilise déjà plus de 70 000 vues sur YouTube. L'interview de Kurta réalisée avec Gabriel Gontier. L'artiste Kurta de Montigny-le-Bretonneux revient avec son nouveau titre Coupe du Monde au Qatar. Le clip est sorti la semaine dernière, le son également. Et justement, pour en parler avec nous, Kurta, bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Alors, vous étiez absent des réseaux, alors pas des réseaux, mais en tout cas sur la scène musicale depuis à peu près un an. Vous aviez sorti votre dernier titre il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, avec Quart de siècle. Là, c'était important pour vous de revenir avec cet événement qui est la Coupe du Monde ? C'est vrai que du coup, ça fait des mois que je n'ai rien sorti. Et pour mon retour, j'avais envie de marquer le coup un peu avec un morceau qui, on va dire, est dans l'air du temps. Je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait de Coupe du Monde au Qatar. On m'écoute de Saint-Quentin jusqu'à Gare de Saint-Lazare. Mi-égotrique, mi-conscient, je crois qu'ils me prennent pour un bâtard. Façon comme disait l'ancien, dans la vie y'a pas de hasard. Pas prêt à tout pour l'argent, fais Coupe du Monde au Qatar. Fais Coupe du Monde au Qatar. Alors vous le dites d'emblée dans la musique, c'est un fait d'actu qu'on vient viser. Pourquoi choisir ce thème de la Coupe du Monde au Qatar ? On sait que c'est un thème qui fait beaucoup réagir, on aura l'occasion de parler pourquoi, mais pourquoi choisir ce thème ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que pendant ces longs mois d'absence, j'ai écrit énormément de morceaux, j'ai beaucoup travaillé entre guillemets dans l'ombre. Et il y avait déjà cette idée de dénoncer un peu cet événement. La Coupe du Monde au Qatar, tout simplement parce que déjà moi j'aime le foot, je suis coach en plus du rap et de l'animation, je coach une équipe féminine à Montigny, donc j'aime le foot et je suis, je pense comme beaucoup, gêné d'apprendre, malheureusement un peu tard, mais tout l'envers du décor de cette Coupe du Monde. Et puis comme je suis, je pense, enfin en tout cas on me considère un peu comme un artiste engagé, je trouvais ça aussi normal de revenir avec un morceau à la fois un peu égo-trip pour le côté retour et à la fois engagé pour mes textes à message. Oui, parce que justement, vous dites Ego Trip, vous commencez le premier couplet, on a l'impression que vous vous faites plaisir dans ce premier couplet, c'était aussi l'occasion de marquer le coup pour votre retour. C'est ça. En fait, dans le rap, le côté ego trip est toujours présent et l'idée c'était de revenir en disant voilà, je suis là malgré mes 10 mois d'absence, me voici enfin de retour. Et je voulais prendre les gens à contre-pied avec pareil ce morceau où le titre c'est Coupe du Monde au Qatar, donc de quoi il va parler, mais je voulais en profiter pour dire ça y est, je suis de retour. Et sur le deuxième couplet, je suis uniquement sur la Coupe du Monde au Qatar. Oui, plus sensé, plus amer, c'est les mots que vous utilisez. Et il y est question dans ce couplet de ces morts migrants travailleurs qui sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, 6500 selon un chiffre révélé par le Guardian. Vous parlez aussi de l'impact écologique parce qu'il y a aussi toute cette question de l'empreinte carbone de cette Coupe du Monde et selon Greenly, une société, il y aurait 6 à 7 millions de tonnes de CO2 qui seraient consommées pendant cette Coupe du Monde. Il y avait plein de sujets à dénoncer, sujets humains, sujets écologiques, parce que c'est des sujets d'actualité qui font l'actualité. C'est ça. En fait, bien évidemment, là, pour mon retour, ça tombe à ce moment précis. On sort, voilà, j'ai sorti mon morceau vendredi. La Coupe du Monde, là, ça a commencé hier. Donc, forcément, c'était un fait d'actualité intéressant. Mais au-delà du fait d'actualité même, je trouve que c'est l'une des plus grosses preuves, entre guillemets, et une malheureuse preuve que le monde dans lequel on vit est dicté malheureusement plus par l'argent que par ses problèmes, parce que c'est pas nouveau qu'on sait que ça va mal d'un point de vue environnemental, pardon. C'est pas depuis hier qu'on sait qu'il y a plein de choses à faire, et malheureusement
il y a des événements comme celui-ci. Donc je trouve que c'est bien de taper du poing cet événement, même si il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qu'il faudrait dénoncer, mais on est tous un peu concernés parce que c'est la Coupe du Monde et que même qu'on aime ou pas le foot, on a toujours un petit œil sur cet événement. Cette Coupe du Monde au Qatar, Coupe du Monde au Qatar, beaucoup d'argent et peu d'honneur. Plus de 6 000 travailleurs migrants se sont éteints pour voir briller quelques joueurs. J'ai trop la haine, car là où je suis, je peux pas faire grand chose. Et suis-je réellement prêt à passer à côté de ce qu'Mbappé va nous proposer? Suis-je réellement prêt à passer à côté de ce que Mbappé va nous proposer? Moi, je me suis beaucoup retrouvé, pour tout vous dire, dans ce passage, parce que moi-même étant fan de foot, il y a cette question. En tant que fan de foot, est-ce qu'on va regarder cette Coupe du Monde malgré ce dont on a parlé? Est-ce que vous allez la regarder? Est-ce que vous allez regarder peut-être les matchs des Bleus ou justement vous allez vous priver, vous allez boycotter cette Coupe du Monde? Alors, soit je fais la réponse mytho, soit la réponse sincère. On veut la réponse sincère. Bon. Non, mais je me sens beaucoup moins concerné par cette Coupe du Monde. De plus, en plus, voilà, ce morceau, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est enregistré. J'ai enregistré cet été. Ayant écrit ce morceau, je ne vais pas suivre la Coupe du Monde à 100%, même si le fait qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, clairement, aujourd'hui, ça ne change rien. Parce que c'est fait. Donc maintenant, je vais suivre de loin. Oui, j'ai envie de savoir quand même ce que vont faire les Bleus. Mais je me sens beaucoup moins concerné. Et moi, c'était une façon... C'est pas ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est que c'est pas un morceau. Je l'ai pas écrit que pour dire bon tiens, je vais réagir sur un fait d'actualité. C'est aussi parce que c'est ce que je pense tout simplement et que moi voilà, je suis un petit peu dégoûté de cet événement. Je vais suivre de loin, mais vraiment pas autant que les Coupes du Monde précédentes. Sur le visuel d'ailleurs de ce morceau, c'est très épuré. On voit la Coupe du Monde, on comprend. Il y a aussi l'idée de sang peut-être, parce qu'il y a un côté rouge. Et voilà, il y a cette couleur rouge prédominante. Sur le choix de la pochette du single, on voulait faire quelque chose de simple et efficace. Donc il y a cette Coupe du Monde avec quelques taches de sang derrière. Je pense que ça représente bien l'idée du morceau et la dénonciation qu'il y a derrière. Curta, artiste engagé aussi dans sa ville, Montigny-le-Bretonneux. On est ici au sein de cette école Paul Verlaine où vous travaillez. Vous le disiez aussi, engagé dans le club de football. Et le clip tourné à Montigny aussi, il y a toujours le petit clin d'œil à la ville. Et avec aussi vos amis, les petits jeunes aussi de Montigny. Oui, alors bon... Il y en a qui me disent c'est quand que t'arrêtes de clipper à Montigny. Il y a des clips qui arrivent hors Montigny, c'est promis. Mais c'est vrai que très attaché à ma ville, comme depuis toujours. Hein. Là, il y a peut-être des gens qui vont me découvrir avec ce morceau, mais si on apprend un peu à me connaître, c'est pas depuis hier que j'écris des textes engagés, c'est pas depuis hier que je représente fièrement le département. J'ai toujours ces valeurs en moi et c'est vrai que Montigny a un petit clin d'œil. Ça a été tourné au stade de la Coude, là où je fais les entraînements. Effectivement, il y a certaines joueuses que j'entraîne qui sont dans le clip parce que c'était important pour moi de mettre en avant le foot entre guillemets qui vient du peuple, le foot féminin aussi qui se développe énormément. Et du coup, voilà, j'ai ramené les amis, les joueuses, et puis on a fait ce clip. Donc Coupe du Monde au Qatar qui est, on va dire, peut-être le premier jet d'un retour un peu plus durable avec des projets qui vont arriver. Il y a 7K8, le deuxième volet de 7K8 2, enfin, c'est 7K8 2 même le nom, qui va sortir le 11 décembre, c'est ça? C'est ça, en fait, 2 ans jour pour jour après la sortie de mon premier projet 7K8, on a du mal, 7K8. Oui. 7K8 2, suite de 7K8. En fait, le premier 7K8 était sorti le 11 décembre 2020, avec notamment le morceau Kerry James, le morceau Petit que j'avais clippé dans cette école. Et là, 2 ans jour pour jour, donc le 11 décembre, sortira 7K8 2 avec le morceau Coupe du Monde au Qatar, avec le morceau Omar Sy que j'avais fait il y a déjà 1 an, et 8 inédits que je vais vous inviter à aller découvrir le 11 décembre. C'est des morceaux sur lesquels j'ai vraiment beaucoup travaillé et qui sont ouverts à tous. Il y a de la pop, il y a du rap, il y a des messages, il y a de quoi s'évader. C'est vraiment un projet qui, je l'espère, va vous plaire. Merci Curta, merci de nous avoir accueillis ici à l'école Paul Verlaine de Montigny-le-Bretonneux. Donc Coupe du Monde au Qatar, votre nouveau titre qui est sorti tout récemment, en pleine Coupe du Monde qui a démarré hier. Le match des Bleus, c'est demain face à l'Australie. Le titre complet est à retrouver sur les liens qui s'affichent en bas de l'écran.
Et de la Coupe du Monde de football, on en parle encore un petit peu avec vous, Michael Elmidoro, qui est revenu en plateau. La France fera son entrée demain dans cette Coupe du Monde, ce mardi 22 novembre. Ce sera à 20h face à l'Australie. Quelles sont les communes dans les Yvelines qui vont diffuser ce match ? Vous le savez, c'est un grand débat depuis plusieurs semaines. Certaines communes ne veulent pas diffuser les matchs de la Coupe du Monde en signe de protestation contre l'organisation au Qatar. Les municipalités de Trappes et Andrézy ont par exemple décidé de ne pas installer d'écran géant de diffuser les matchs. Mais si on regarde bien, très peu de communes vont organiser un événement autour de ce premier match des Bleus. J'ai trouvé seulement 4 villes dans le département qui auront annoncé sur leur site internet l'organisation d'une soirée football pour voir ce premier match des Bleus. Le Perran-en-Yvelines dans la salle des fêtes de la Mare-aux-Loups, Bois d'Arcy à la Fabrique, Bailly à l'espace Robert Thierry, enfin Triel-sur-Seine au Cossec. C'est très peu quand on pense à l'effervescence autour du premier match des Bleus lors de la Coupe du Monde 2018. On s'en souvient bien sûr avec la victoire des Bleus en plus. En finale, dans un instant, on parle de ce tournoi international de tennis fauteuil qui a lieu cette semaine à Feucherolles. Mais d'abord, les résultats sportifs du week-end, et on continue avec du football justement. On jouait ce week-end en Coupe des Yvelines lors de ce troisième tour. Elancourt recevait l'équipe 2 de Houille qui évolue une division au-dessus malgré une belle prestation des Elancourtois. Ce sont finalement les joueurs du nord du département qui se sont qualifiés. Le résumé du match, regardez. Elancourt contre Houille, une division d'écart, 2 équipes pour un objectif, se qualifier en 8e de finale de la Coupe des Yvelines. Après seulement quelques minutes de jeu, les Auvillois en rose manquent l'ouverture du score sur cette action. Un électrochoc pour les Elancourtois qui évoluent en D2 de district. Ils prennent le contrôle du jeu et se procurent les meilleures occasions de cette première période. Ils auraient pu se retrouver en supériorité numérique, mais le gardien de Houille ne se fera pas expulser sur cette action et récoltera un carton jaune. Le score à la pause, 0-0. Bon, après, c'est une décision de l'arbitre, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est un fait de jeu. Pour revenir sur la décision arbitrale, il ne met pas carton rouge. Moi, j'ai pas les images, donc je ne sais pas. On s'en sort plutôt bien, parce que ça, selon l'interprétation de certains arbitres, si c'est rouge, c'est compréhensible. Au retour des vestiaires, Elancourt pousse et obtient un pénalty. Il ne sera pas marqué par le numéro 10. Quelques minutes plus tard, sur ce centre, le but est refusé aux Elancourtois pour un hors-jeu. Les Bleus et Blancs ne réussiront pas à marquer. C'est finalement Houille qui s'impose grâce à ce but. 1-0, ce sera le score final. On a vu qu'il y avait la place quand même, parce qu'on a bien joué, on les a maintenus dans le jeu. On était à leur niveau et on aurait pu marquer ce but. Un match de coupe, donc pas facile aujourd'hui, malgré la petite division d'écart qu'il y a entre les deux clubs. Après, sur le match de coupe, on sait très bien que ce soit Coupe de France, Coupe, peu importe, c'est l'état d'esprit. L'envie déjà de vouloir gagner ce match-là, parce que sur un match, tout est possible. Direction les 8e de finale pour Houille. Le prochain tour de la Coupe des Yvelines est programmé le dimanche 8 janvier 2023. Le tirage au sort aura lieu le 12 décembre prochain. Houille qui pourrait affronter les Mureaux 2, Limay, Conflans, Montigny, le Bretonneux, Mauloise, Chambourcy, Aubergenville ou encore Plaisir. Ce sont les équipes qualifiées pour le prochain tour. Prochain tour donc à venir dans quelques semaines dans les Yvelines. On parle toujours de football, le championnat national 2. Poissy repart de l'avant. Après 3 matchs sans victoire, l'AS Poissy dirigé par l'emblématique président Olivier Sévézuc a gagné ce samedi soir. Le club yvelinois s'est imposé face à la réserve de Caen. Une victoire qui fait du bien en classement. Les Pissiaquais sont actuellement à la 2e place avec 22 points en 10 journées. On continue avec la route du Rhum. Louis Burton, le Rambolitain, a abandonné, mais il reste encore un Versaillais, un Yvelinois en course. Éric Bellion, le Versaillais, est engagé sur cette édition 2022 dans la catégorie IMOCA sur son bateau. Comme un seul homme, Powered by Altavia, le navigateur de 46 ans est encore à la 22e place du classement. Même place que la semaine dernière. Il vise un top 15 à la fin de la course afin de se préparer pour le prochain Vendée Globe. Mais ça paraît de plus en plus compliqué. Il devrait arriver dans la semaine. Le premier IMOCA est arrivé ce lundi à 7h51, c'était Thomas Rouillant. Et dans la version virtuelle de la route du Rhum, on est tout proche d'arriver également dans la rédaction de TV78. Personnellement, je vais arriver dans la nuit, entre 3h et 4h du matin, je vais mettre le réveil. On verra qui va remporter la route du Rhum en rédaction. Du rugby à présent, Michael. Dans le championnat de Régional 1, l'Union Rugby Centre 78 a goûté à la défaite ce dimanche. L'équipe s'est inclinée contre le CO Multisport Bagneux Rugby sur le score de 13-10. Une défaite qui n'arrange pas les Saint-Quentinois. Ils se font dépasser au classement par leur adversaire du jour. Ils sont 4e égalité après 7
cette journée. Le basket et le championnat de National 3. Belle victoire de Trappes ce samedi soir sur son parquet face à Paris Basket Avenir. Les trappistes l'ont emporté 84-76. Après ce résultat, l'ESC Trappes est 6e du championnat de National 3 après 10 journées disputées. La montée, l'objectif fixé en début de saison, va être compliqué à atteindre. On jouait également ce week-end sur les terrains de handball masculin puisque les féminines sont en ce moment en trêve avec l'Euro. En National 3, Plaisir les Clés a réalisé une belle performance ce dimanche à domicile. Les joueurs de Benjamin Modeste se sont imposés 28-24 devant leurs supporters face à l'Union sportive Dreux-Vernouillet handball. De son côté, Houille-le-Vésinet-Carrière s'est incliné 33-27 face à Cherbourgeoise-Manche. Au classement, Plaisir les Clés est 6e et Houille-le-Vésinet-Carrière est 7e. Vous montrez les muscles peut-être pour terminer ces résultats sportifs, parce qu'on va parler de culturisme. Oui, j'ai pas tant de muscles que Muriel Beauvillain du Perret-en-Yvelines. Elle a participé la semaine dernière au championnat du monde de culturisme naturel à Prague en République tchèque. La culturiste de 50 ans a été sacrée vice-championne du monde à 2 reprises et elle a également remporté 4 médailles de bronze, au total 6 podiums dans 6 catégories. Elle est plutôt satisfaite de ses résultats, même si la médaille d'or n'est pas au bout. Bravo à Muriel Beauvillain pour ses résultats. Merci Mickaël. On continuera à la suivre, on évidemment. continuera à la suivre. On va aussi continuer dans cette émission à parler de sport et de parler plus précisément de tennis. On vous le disait tout à l'heure, le tournoi international BNP Paris Yvelines Wheelchair Tournament sera organisé de ce jeudi 24 à ce dimanche 27 novembre. C'est à Feucherolles dans les Yvelines. Alors pour parler de ce tournoi, 2 invités sont avec nous. Ils sont revenus en plateau. Laure Moreau qui est directrice de ce tournoi et également Jean-François Mété qui est secrétaire général du comité des Yvelines de tennis. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Pourquoi organiser un tournoi international de tennis fauteuil ? Tout simplement parce que le comité des Yvelines est engagé dans des différentes actions sociétales et typiquement le paratennis et notamment le tennis en fauteuil en fait partie. On est en plus centre d'entraînement pour ce qu'on appelle le groupe La Relève Paris 2024 où on a des athlètes à la phare tels que Pauline Desroulèdes, Olivier Langlois ou Anthony Beauclé qui sont en plus non seulement ce sont des Franciliens mais surtout des Vicinois. Donc voilà, ça a un intérêt pour nous bien sûr de mettre en avant le département. Et donc, au-delà du haut niveau des sportifs valides qu'on peut avoir, là, on est typiquement dans l'inclusion des personnes en situation de handicap avec des événements phares. Et ce tournoi international, évidemment, en fait partie. Et vous avez parlé de Pauline Desroulèdes, juste qui sera la figure de proue, mais qui seront les autres participants ? On est sur une version internationale. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs nations étrangères, bien sûr, qui vont être représentées. Les USA, la Suède, le Nigeria notamment. Pauline est figure de proue chez les filles. On devrait avoir aussi Guillaume Laget qui est un autre prétendant au titre chez les garçons. 16 joueurs chez les garçons, 8 joueuses chez les filles. Voilà, donc ça va être une belle affiche. Jean-François Mété, est-ce qu'il y aura un bon niveau sur les cours ? Est-ce qu'on verra du spectacle ? Bien sûr, et donc on vous invite tous à venir ce week-end. L'entrée est gratuite pour voir ces joueurs. C'est très spectaculaire, vous verrez. En particulier même puisqu'il y aura du simple et du double. Et c'est très spectaculaire de voir de la manière où ils évoluent sur nos installations. Pour compléter ce que disait Laure, effectivement, nous avons souhaité organiser ce type de tournoi. Ça va dans le prolongement de notre structure d'entraînement, on dit la relève, où nos Pauline, Anthony s'entraînent tous les jours au comité. Il faut savoir que c'est la seule structure en France, c'est unique notre structure, et on les prépare pour Paris 2024 puisqu'ils ont un objectif de Paris 2024 avec Pauline effectivement qui est fer de lance de notre structure et ce genre de tournoi les aide dans leur préparation pour l'objectif Paris 2024. Oui, on peut parler d'un tournoi de préparation pour ces Jeux paralympiques, Jeux olympiques, Jeux paralympiques qui vont arriver, qui sont dans toutes les têtes, c'est vraiment une préparation ? Tout à fait, dans leur préparation, ils ont encore 2 ans pour évoluer, mais ça fait partie d'une préparation effectivement pour Paris 2024 pour nos 3 athlètes. Et est-ce que les étrangers justement viennent dans les Yvelines pour préparer ces Jeux olympiques, ces Jeux paralympiques de 2024 ? Alors, est-ce qu'ils viennent pour préparer spécifiquement les Jeux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils évoluent dans les mêmes tournois. Donc, il y avait un tournoi, l'Open du Loiret, la semaine dernière. Il y a pas mal de joueurs qui ont participé à cet Open qu'on va retrouver à Feucherolles cette semaine.
Donc voilà, c'est mine de rien un microcosme aussi. Les athlètes, surtout chez les filles, sont moins nombreuses effectivement, donc elles se connaissent toutes. Il y a certaines revanches à prendre, mais je pense que le titre devrait être français quand même chez les messieurs et chez les femmes cette année. En tout cas, on l'espère. Est-ce que vous avez pu échanger avec Pauline Desroulettes? Dans quel état d'esprit est-elle? Alors elle attire la lumière sur ce tournoi, mais est-ce qu'elle est venue aussi pour le remporter? On imagine que oui. Bah oui. Bien sûr. Comme elle disait. Et elle jouera à domicile. Exactement, en fait, elle joue à la maison. Donc c'est vrai qu'elle s'est posé la question avec sa coach de participer ou non à ce tournoi-là. Et pour elle, évidemment, il n'était pas question qu'elle soit absente de ce tournoi. Donc on aura le plaisir de la voir avec nous et de la voir jouer. Vous la sentez progresser, Jean-François Mété, Pauline Desroulettes, de tournoi en tournoi, d'année en année? Bien sûr, puisque Pauline, vous avez l'occasion de la voir au comité des Yvelines. 3 ans qu'elle s'est mis c'est 3 ans. 3 ans qu'elle s'est mis par son accident. Oui. Elle s'est retrouvée donc en fauteuil. Et bien sûr, puisque maintenant elle est numéro 1 française, ça fait 2 ans de suite qu'elle gagne le championnat de France. Oui, elle a une progression. Elle est partie de vierge de ce sport et aujourd'hui numéro 1 française. Donc, les temps forts, il y aura les matchs forcément du 24 au 27. Il y a le tirage au sort pour commencer. C'est un peu l'événement pour lancer officiellement le tournoi. Tirage au sort mercredi soir, voilà, avec on espère des belles affiches annoncées. Ensuite, le mercredi évidemment accueille aussi de la plupart des joueurs. Alors certains sont déjà arrivés. D'autres arriveront uniquement mercredi, d'autres vont encore arriver jeudi très tôt avant le début de la compétition. Donc c'est toute une organisation qui repose essentiellement sur des bénévoles et quelques salariés. Mais c'est aussi un message important, c'est que l'engagement bénévole prend tout son sens aussi dans l'organisation de ce type d'événement. On est à peu près 20 bénévoles à œuvrer aux côtés de salariés du comité. Et c'est vraiment un temps fort dans la vie du bénévole dans la saison sportive. Donc, pour y assister, si on veut voir ce tournoi, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut prendre ses places à l'avance? Comment ça se passe? L'entrée est libre. L'entrée est libre et gratuite. Et vous serez tous les bienvenus. Et un dernier mot peut-être pour parler des autres événements, les autres grands événements à venir pour le comité de tennis des Yvelines. Alors un événement qui nous tient à cœur aussi, ça sera donc le dernier week-end de janvier, où nous allons organiser, puisque ça fait 2 années de suite malheureusement qui s'est annulé suite à la crise sanitaire. Et donc on a de nouveau l'organisation de ce qu'on appelle la Wheaton Cup, le championnat d'Europe pour les jeunes filles de 12 ans, qui auront lieu donc avec 8 nations, dont la France. Et donc c'est aussi un événement qui nous tient à cœur et que nous allons organiser. Donc ça sera le dernier week-end de septembre. De janvier. De janvier. De janvier. Un dernier mot, Mickaël, peut-être? Oui, est-ce que ce tournoi international que vous allez organiser va s'inscrire aussi dans le temps? Il y a une première édition cette année, mais est-ce que vous voulez l'accueillir l'année prochaine et encore dans 10 ans peut-être? Alors tout à fait, on est même un peu ambitieux, mais bon, c'est le propre des sportifs, c'est de vouloir aller toujours plus loin. Et donc pour nous, l'idée c'est de se développer aussi et de monter dans la hiérarchie des tournois internationaux. Évidemment, pour cela, ça nécessitera d'autres soutiens. Alors, on a des beaux soutiens aujourd'hui, la BNP Paribas, évidemment, nos instances de tutelle, d'autres partenaires privés, mais l'organisation d'un tournoi de grade supérieur nécessitera aussi d'aller chercher d'autres partenaires. Voilà, donc à suivre. Des aides financières. Merci à vous Laure Moreau, merci. Jean-François Mété d'être venu parler de ce tournoi international de tennis fauteuil qui a lieu donc de ce jeudi à ce dimanche. C'est à Feucherolles, bien sûr, dans les Yvelines. Avant de vous laisser et de refermer ce 7-8, un dernier coup d'œil par la météo. Grisaille demain dans les Yvelines avec peut-être les villes d'Oudan et de Rambouillet qui seront épargnées par la pluie le matin. Il fera en moyenne entre 6 et 7 degrés. Quelques éclaircies peut-être dans l'après-midi, mais avec de la pluie, il fera 10 degrés à Mantes-la-Jolie, 9 degrés à Versailles, Oudan et Rambouillet. Ce mardi 22 novembre, nous fêterons les Céciles. C'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Merci Mickaël de m'avoir accompagné. Merci dans à vous, cette deuxième partie d'édition sur cette partie sport et le 7-8 qui revient bien sûr demain. On parlera notamment de l'ouverture de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. Belle soirée sur TV78.